Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de ce chapitre usinage, avec pour commencer la vitesse de coupe, qu'on a déjà vu un petit peu en calcul, et puis une deuxième partie sur les sens d'usinage. Pour la vitesse de coupe, rien de mieux que de se replonger dans son enfance et dans une situation que vous avez certainement vécue à l'époque. Cette vidéo est intéressante parce qu'elle permet de mettre en évidence deux notions qui sont importantes. La première notion, c'est N, la fréquence de rotation. La fréquence de rotation, c'est le nombre de tours effectués par ce carrousel. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est quelle que soit sa position sur le carrousel, lorsque le carrousel fait un tour, chacun de ces jeunes fait un tour. Celui qui est au centre fait un tour, celui qui est à l'extérieur fait un tour. En revanche, la vitesse de coupe, ou la vitesse ici des têtes, qui sont soit au centre, soit à l'extérieur, dépend de leur position. Ici, on est sur un petit cercle de rotation. Les têtes sont au centre, donc à chaque tour, la distance parcourue est minime. Par contre, ici, on est sur un grand cercle de rotation. Donc à chaque tour, la distance parcourue est énorme. Alors la vitesse de coupe, c'est exactement ça. Si à 6000 tours minute, j'utilise un petit outil, la vitesse de coupe sera très faible. Par contre, si pour cette même fréquence de 6000 tours minute, j'utilise un outil de grand diamètre, eh bien ma vitesse circonférentielle sera énorme. Il faudra donc adapter la fréquence de rotation au diamètre de l'outil. On pourrait même dire ici que pour ce jeune en mauvaise posture, la fréquence de rotation est beaucoup trop élevée. Si on l'avait réduite, sa situation serait supportable. Par contre, la fréquence de rotation est adaptée à ces jeunes qui sont sur un cercle de petit diamètre. Là, ça marche, c'est supportable. Eh bien, pour l'usinage, c'est un petit peu pareil. On va toujours adapter la fréquence de rotation au diamètre de l'outil, pour qu'au final, on se situe toujours avec une vitesse de coupe optimale. Une vitesse de coupe est donc une vitesse mesurée au niveau du cercle de coupe, au niveau des tranchants de l'outil. Elle se calcule en fonction du diamètre de l'outil et de la fréquence de rotation de la machine. La fréquence de rotation, je vous rappelle qu'on peut la mesurer au niveau de l'arbre, de la machine, de la poulie ou de l'outil. Lorsque l'arbre fait un tour, la poulie a fait un tour et l'outil a également fait un tour. Par contre, la vitesse de coupe, elle, dépend de plusieurs paramètres. On l'a vu, le diamètre, qu'on multiplie par pi pour obtenir une circonférence, donc une longueur. Et cette longueur va passer tant de fois par minute devant la pièce. Par exemple, 6000 fois par minute. Cette circonférence passe 6000 fois par minute devant la pièce. Mais nous, on veut des mètres par seconde, donc il y a une petite division à effectuer à la fin de cette formule. Concrètement, comment ça se passe à l'atelier? Vous avez certainement vu sur des machines récentes, on a un petit graphique qui ressemble à ça. Ce graphique présente une banane au centre, et cette banane indique les vitesses de coupe optimales, entre 40 et 70 mètres secondes pour le bois, pour les matériaux dérivés du bois. Et puis vous arrivez sur votre machine, vous avez un outil qui a un certain diamètre, et puis vous posez la question, quelle fréquence de rotation je vais sélectionner sur la machine? Est-ce que je serai à 4000, 6000, 9000 tours? On peut se poser la question. Donc si j'ai un petit outil, par exemple, un outil de 10 cm, 100 mm, eh bien, pour être dans la banane, il faudrait que je tourne quand même à 9000 tours minute. Et dans le classeur, vous avez un petit exercice où on vous parle d'un outil qui fait 124 mm. Là, on a déjà déterminé la fréquence de rotation, 8000 tours minute. Et puis on veut savoir à combien s'élève la vitesse de coupe. Donc les 8000 tours minute, on vient les chercher sur l'axe horizontal. Les 124 sur l'axe vertical. On a une intersection et puis on tombe sur un peu plus de 50 mètres secondes. Par calcul, on tomberait sur 52 mètres secondes en prenant un diamètre converti en mètres fois pi fois la fréquence de rotation divisé par 60. Donc là, on voit qu'on est dans la banane, très bien. C'est déjà bon signe, mais après on peut se poser la question, quel est le matériau usiné? Alors pour ça, un deuxième petit tableau rentre
en jeu. Et puis là, il faut qu'on définisse le type de matériau usiné. Par exemple, ici, un panneau stratifié compact HPL, High Pressure Laminate, ça ressemble à ça, hein, du stratifié compact. Donc c'est toute une série de feuilles de papier craft enduites de résine de formol compressée à chaud. Donc on a un panneau qui est très dur, très dense. Puis en surface, vous avez un papier décor revêtu de mélamine. Et donc là, on voit que si on utilise un outil en métal dur ou un outil en diamant, on doit atteindre une vitesse de coupe comprise entre 20 et 40 mètres secondes. Donc avec nos 50 mètres secondes, on peut affirmer qu'on était un petit peu haut par rapport à ces valeurs-là. Si on se penche 2 secondes sur notre tableau des vitesses de coupe et qu'on revient sur la dernière ligne de notre stratifié compact très dur, très dense, on a vu qu'on était tombé sur une vitesse de coupe très faible, entre 20 et 40 mètres secondes. Si vous remontez dans ce tableau, sur la première ligne, bois tendre, donc épicéa, pin, etc., là au contraire la vitesse de coupe est très élevée. Donc il y aurait une relation entre la dureté et la vitesse de coupe. Puis là au milieu, on a une certaine moyenne entre ces deux valeurs extrêmes. Et cette moyenne, cette vitesse de coupe moyenne, elle concerne tous les matériaux dérivés du bois, ainsi que les bois durs, où là on optera pour une vitesse de coupe plutôt moyenne. Ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est que lorsque j'usine des bois tendres, ma vitesse de coupe sera plutôt élevée. Lorsque j'usine des bois durs, des panneaux, la vitesse de coupe sera plutôt moyenne. Et puis des matériaux très durs, des matériaux synthétiques qui contiennent beaucoup de colle, voire même des métaux non ferreux, légers, comme l'aluminium, la vitesse de coupe sera faible. On peut même aller plus loin en termes de tranchants. Il y a encore une relation entre la quantité de tranchants, donc Z, qu'on avait vu en calcul, et le type de matériau. Pour des bois tendres, on aura peu de tranchants. Pour des matériaux très durs, on aura beaucoup de tranchants. Et puis pour des matériaux de moyenne densité, on aura une quantité moyenne de tranchants. Pour bien comprendre cette histoire, on peut faire le parallèle avec des outils manuels. On observe qu'un outil à bois présente peu de dents comparativement à un outil à métaux. En plus de ça, si vous sciez du métal, votre mouvement de va-et-vient sera beaucoup plus lent avec ce genre d'outil qu'avec un outil à bois. L'outil à bois peut atteindre des vitesses de coupe élevées, il n'y a pas de problème. Les dents sont peu nombreuses, elles ont le temps de former leurs petits copeaux. Tandis qu'une scie à métaux, pour que chaque petite dent puisse former son copeau, il faudra l'actionner lentement. Le mouvement de va-et-vient sera beaucoup plus lent que pour cet outil-là. En réalité, il y a une relation de compensation entre la vitesse de coupe et le nombre de tranchants. Admettons que cet outil tourne à 6000 tours minute. À chaque tour, cet outil va dégager 4 copeaux, puisqu'il comporte 4 tranchants. Mais là, on en fait 6000 par minute, donc 6000 fois 4. En une minute, cet outil va dégager 24 000 copeaux. Pour une vitesse de coupe faible, divisons peut-être cette fréquence de rotation par 2, donc on atteint 3000 tours minute, mais là par contre on a 2 fois plus de tranchants, 8 tranchants. Donc à chaque tour on obtient 8 copeaux, là on en fait 3000, donc 3000 fois 8, 24 000 copeaux. Donc on arrive à la même quantité de copeaux, on peut estimer que ces copeaux auront la même épaisseur. Donc finalement le résultat est le même, la prise de copeaux, la prise de matière est la même, sauf qu'elle se fait rapidement dans des bois tendres et plus lentement dans des matériaux très durs. Cette relation du nombre de dents, on peut aussi l'observer sur des lames de scie circulaire. Vous observerez que certaines lames destinées au bois massif comportent très peu de dents, et puis que des lames destinées à des matériaux durs, comme le corian, comme les panneaux compacts, comporteront beaucoup de dents. Alors c'est aussi en lien avec la finition désirée, si on veut une finition de grande qualité, ou si on est plutôt dans du débitage, mais il y a quand même une relation entre le type de matériau tendre et dur, et une quantité de dents plutôt faible et élevée. De manière générale, quel que soit le matériau, quel que soit l'outil, si la vitesse de coupe est trop faible, on verra apparaître des déchirures en surface d'usinage, des éclats sur le champ de la pièce.
Et puis une vitesse trop rapide, toujours en lien avec le matériau, engendrera une mauvaise tenue de coupe, donc un outil qui se désaffûte très rapidement. Sans parler de la qualité de coupe, puisqu'un outil qui tourne trop vite va brûler le bois. Je vous laisse reprendre votre résumé, donc le résumé usinage, partie vitesse de coupe. Je vous laisse mettre votre vidéo sur pause pour compléter tout ça. Je ne le commente pas, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. On termine notre chapitre sur l'usinage avec les sens d'usinage possibles, en opposition ou en concordance. Quand on parle de sens d'usinage, il s'agit de décrire le mouvement de la pièce par rapport à l'outil en rotation. Ici, imaginez que vous êtes sur la dégo, on a la table de référence, la table d'amener, et la pièce se déplace contre la rotation de l'outil. On parle d'usinage en opposition. À l'inverse, on peut avoir une pièce qui se déplace dans la même direction que la rotation de l'outil. Mais le problème, c'est que cet usinage est dangereux, car si la pièce n'est pas bien maintenue, elle sera rejetée par la rotation de l'outil. Le sens en opposition est le sens habituel d'usinage. Le sens en concordance ou en avalant est lui dangereux, donc il sera réservé à un usage exceptionnel. Et si vous avez recours à ce sens d'usinage, vous êtes obligé d'utiliser un avancement automatique, en tout cas lorsqu'on est sur la toupie. Intéressons-nous d'abord au sens d'usinage habituel, le sens d'usinage en opposition, donc la pièce s'oppose au mouvement de l'outil. On remarquera que ce sens d'usinage génère du fendage préalable. Donc on avait déjà vu que ce fendage préalable pouvait générer des défauts lorsque la veine est défavorable, des défauts en surface d'usinage, des déchirures, ou des éclats lorsque l'outil sort de la pièce. Mais il faut quand même souligner que lorsque la veine est favorable, lorsqu'elle est bien parallèle, le fendage préalable n'est pas du tout problématique. Au contraire, le fendage préalable facilite l'usinage. Il facilite l'entrée de l'outil dans la pièce. Donc ça préserve la tenue de coupe de l'outil, ça va moins le désaffûter. On peut aussi noter que ce sens d'usinage est habituel puisque c'est le sens le plus sûr. Par exemple, si l'outil tape dans la pièce parce qu'on ne tourne pas assez vite ou parce qu'il y a un nœud, une zone de plus haute densité, cette pièce va simplement reculer et l'outil tournera dans le vide. Donc c'est pas du tout un problème de sécurité. Puis après on repousse la pièce un petit coup, puis l'outil rentrera à nouveau dans le bois pour finir l'usinage. Donc même s'il y a un petit souci, même si l'outil tape dans la pièce, c'est pas un problème, ça reste un usinage sûr. Donc du coup l'avancement automatique n'est pas obligatoire, on peut pousser nos pièces nous-mêmes tranquillement. Par contre, au niveau du sens d'usinage en concordance, la pièce suit le mouvement de l'outil. Il n'y a pas du tout de fendage préalable. L'outil rentre brutalement en contact avec la matière, tranche la fibre comme le ferait un coup de ciseau à bois, et puis termine sa course dans le vide. Donc, s'il n'y a pas de fendage préalable, il ne peut pas y avoir de déchirure ou d'éclat, même si la veine est défavorable. Donc, le résultat de la coupe est toujours très propre. La surface est toujours impeccable, même dans des surfaces fragiles comme des surfaces en mélamine. Là, par contre, l'effort de coupe est maximal. C'est comme si vous preniez une bûche dans le mauvais sens. La hache se fracasse contre la fibre qui impose une très grande résistance, donc la tenue de coupe est très très mauvaise. En plus de ça, c'est dangereux, on l'a vu, il y a un risque que la pièce soit rejetée. Le problème, c'est qu'une pièce qui est brutalement rejetée, eh bien les mains suivent la pièce, elle risque de passer aussi dans l'outil, donc le risque d'accident est très élevé. En réalité, cette pièce, on ne peut pas la tenir nous-mêmes, on n'a pas assez d'adhérence avec nos petits pouces. Pour ça, il faut absolument utiliser un avancement automatique. Les 3 ou 4 pneus de cet avancement automatique ont, eux, une bonne adhérence et pourront retenir la pièce si tout d'un coup il y a un souci.
Et aussi le fait d'avoir une avance régulière sans à-coup est beaucoup plus favorable pour cette avance risquée. Vous avez peut-être eu une démonstration à Tolochna, c'est M. Claude Favre ici qui vous l'a fait en vidéo, sur un rejet de pièces à la scie circulaire. Je vous laisse regarder. Je pense que sur cette vidéo, on voit clairement le danger de l'usinage en concordance, l'incapacité à retenir une pièce, on voit la violence avec laquelle elle est projetée dans ce panneau de particules de 25 ou 30. Imaginez aussi votre collègue qui passerait par là dans cette trajectoire. Je pense que votre collègue aurait aussi un petit trou, une petite découpe, comme c'est le cas ici. Donc, bonjour les accidents pour le machiniste, mais aussi pour le collègue qui a le malheur de se retrouver sur la trajectoire d'une pièce qui est propulsée à 160 km/h à travers l'atelier. Donc prudence avec ces usinages en concordance, on ne rigole pas avec ça, et puis l'usage de l'avancement automatique est vraiment obligatoire, et je crois qu'on le voit clairement ici. Il y a toutefois des situations où l'on travaille en avalant sans que ce soit dangereux. Il y a la défonceuse, typiquement, et puis il y a aussi la scie circulaire à table, où vous avez ici une lame qui travaille en opposition, c'est la lame principale, et puis vous avez aussi un inciseur. Cet inciseur est escamotable, c'est-à-dire qu'on peut le rétracter ou le relever pour qu'il vienne inciser le revêtement d'un panneau mélaminé, par exemple. Et lui va travailler en avalant. Mais il prend tellement peu de matière que cet usinage ne présente pas de danger. Une scie circulaire traditionnelle sans inciseur va générer un bon état de surface en parement, au niveau de l'attaque de la dent. Par contre, en faux parement, on aura des éclats. Plus la lame est haute, plus l'effort de coupe est vertical, et plus les éclats sont importants. C'est pour cette raison qu'on dit que pour du débitage, on va placer la lame le plus haut possible, cela évite les rejets de pièces. Par contre, pour du calibrage propre, on va faire dépasser la lame d'une dent environ, pour avoir le moins d'éclats possible en faux parement. Une scie circulaire avec un inciseur contourne ce problème d'éclat. En effet, on a un inciseur ici qui travaille en avalant. En travaillant en avalant, cet inciseur va supprimer la zone revêtue de mélamine ou de stratifié sans générer d'éclat. Donc l'inciseur sera réglé sur une épaisseur de revêtement, donc environ 1 mm. Et puis ensuite, le sciage continue. Là, la lame principale va passer au travers de l'incision usinée préalablement, sans toucher le revêtement. Il ne faudrait pas que cette lame principale touche ce revêtement et qu'elle génère des éclats comme c'était le cas d'une scie circulaire traditionnelle. Non, cette lame est plus fine, les dents sont plus étroites, et du coup elle passe entre les deux arêtes incisées, sans toucher le revêtement et donc sans générer d'éclats. Alors l'inconvénient de ce système, c'est que l'inciseur qui génère une coupe légèrement plus large que la lame principale laisse une trace. On a une petite battue qui apparaît, mais c'est tellement dérisoire que c'est quasi imperceptible. Et puis dans une caisse, ben voilà, vous avez le fond de caisse, le côté de caisse, vous collez tout ça, et puis un petit joint peut apparaître, mais c'est tellement minime que seuls les clients très pointilleux peuvent vous le faire remarquer. Quelque chose d'un peu plus embêtant, c'est quelqu'un qui aurait passé avant vous sur la scie circulaire et qui aurait oublié de rétracter l'inciseur. Puis vous arrivez avec votre pièce, et tout d'un coup cette pièce est propulsée vers la lame principale, ça vous surprend, et quand on est surpris aux machines, c'est jamais très bon. L'autre inconvénient, c'est que vous poussez votre pièce, un panneau à calibrer, votre main repose sur la table de la machine, et puis une fois que la pièce a passé sur l'inciseur, ben c'est votre main qui prend le relais. Et du coup, vous incisez la paume de votre main. Donc ça, c'est une situation qui est déjà arrivée. Alors, c'est pas grave, puisque l'inciseur, en principe, sort d'1 mm, mais voilà, ça fait mal. Et puis aussi, le problème, c'est que l'inciseur peut, à son tour, propulser votre main vers la lame principale. Donc là, c'est déjà un peu plus embêtant. Surtout que l'espace entre ces deux lames est beaucoup plus réduit.
On le voit sur cette image, l'espace est vraiment réduit entre la lame principale et l'inciseur. Donc quand vous faites inciser la main là, l'inciseur la projette contre la lame principale et puis là ça devient clairement dangereux. À noter encore que sur la scie verticale à panneau, la Stribig, on trouve exactement le même système, donc une lame principale qui travaille en opposition, et puis un inciseur qui travaille en avalant. L'inciseur est escamotable, quand on n'en a pas besoin, on le rétracte, et lorsqu'il est utilisé, l'inciseur s'adapte automatiquement à l'épaisseur du panneau, parce qu'il est monté sur ressort. Pour terminer, je vous laisse reprendre votre résumé usinage, on va juste compléter ces deux termes. En opposition ou en concordance, on entend souvent ce terme en avalant, qui est aussi correct, mais le terme technique c'est en concordance. Vu qu'on a terminé cette troisième partie de chapitre, je vous laisse vous tester avec le Kahoot usinage partie 3.